Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de témoignages de soignants qui ont fait le choix de se reconvertir ou d'évoluer professionnellement. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Nadège, qui est kinésithérapeute de formation, mais surtout multi-reconvertie. Et au fil des années, elle a évolué vers sa triple casquette actuelle de formatrice en massage bien-être, tatoueuse et coach de vie. Merci beaucoup Nadège d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous aujourd'hui et ton parcours professionnel. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter et nous parler de ton parcours initial en tant que kiné? Yes, bien sûr. Bah écoute, ta présentation était parfaite, donc j'ai rien à rajouter. Et au niveau de mon parcours, écoute, donc j'ai été kiné pendant 5 ans, mais en libéral, exclusivement, Ok. j'ai jamais fait de salariat. Et moi, je suis issue de la promo de Besançon, donc dans l'est de la France. Et quand j'ai été diplômée, j'ai pas mal bougé, j'ai fait des remplacements un peu partout. Et à la fin de ma carrière, j'ai travaillé à La Réunion. Et c'est là que j'ai arrêté la kiné. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus des raisons qui ont fait que justement tu as souhaité évoluer professionnellement, on va dire, et quitter ta profession Hmm. de kiné? Ça a été un espèce de momentum. En fait, en gros, quand j'étais à Besançon, j'ai travaillé un moment avec mon meilleur pote et son papa, et le cabinet était trop cool, et je faisais tout ce qui me plaisait, et je me sentais très libre dans ma pratique. Et puis, en arrivant à La Réunion, donc au bout de 3 ans et demi d'exercice, en fait, je suis arrivée dans un endroit où c'était moins aligné avec mes valeurs. Je me sentais moins libre de ce que je pouvais faire, même si j'étais toujours en libéral, hein. Et puis, bah ouais, juste l'ambiance, les collègues, enfin, tout à fait que j'étais moins à l'aise. Et à ce moment-là, il y a eu le Covid. Et en fait, c'était plus le momentum, tu vois. Le Covid, je pense, ça a Ouais. été la petite étincelle qui a fait que je me suis vraiment questionnée à ce moment-là. Mais ça faisait déjà quelques mois que je prenais moins de plaisir au travail et que je me questionnais un peu. Et au moment du Covid, genre, quand j'ai pas pu aller au travail, quand on pouvait plus travailler, j'étais hyper contente, quoi. Je me suis dit, bon, il y a un Ouais. problème, très clairement. Et donc, vraiment, ce momentum-là, le fait que j'étais pas très bien au travail, plus là, le fait que je pouvais plus y aller et que j'étais trop contente de pas y aller. Et aussi, je pense, un troisième élément, c'est que à ce moment-là, on savait pas si on aurait d'aide, combien de temps on pourrait pas travailler. Et moi, j'ai eu un vrai stress financier à ce moment-là en me disant, OK, en fait, je suis pas du tout libre de mon exercice, j'ai pas d'autres activités de side business qui me permettent de me sentir en sécurité financière. Et du coup, voilà, Ok. c'est tout ça qui a fait que. Ouais, le combo de tout ça, quelque chose qui était déjà latent certainement depuis quelques mois et Ouais. combiné avec le Covid, qui finalement pour toi a été un tremplin, on peut dire. Mhm. Ok. Et comment t'as trouvé ta nouvelle voie? Comment tu t'es réinventée à ce moment-là? Mhm. Euh, J'étais déjà assez férue d'introspection, en tout cas d'exercice Ouais. introspectif, mais à cette époque, j'ai acheté le livre La méthode Ikigai, Découvrez votre mission de vie. Alors, il y a 12 000 bouquins sur l'Ikigai, moi, je suis tombée sur celui-là à l'époque. Et vraiment, en le faisant, je me suis dit, ah ouais, en fait, j'adore dessiner, je suis bonne dans ça, j'adore écouter les gens. Enfin voilà, j'ai vraiment listé tout ce que je kiffais faire, ce dans quoi j'étais bonne, ce dont on avait besoin et ce en quoi je pouvais être rémunérée. Et ça m'a vraiment permis de me dire, ah ouais, le tatouage, ça pourrait être sympa. Oui, parce que j'ai pas dit, mais à cette époque, j'étais artiste peintre. Donc le dessin, l'art, c'était déjà quelque chose qui était dans Hmm. ma vie et que j'aimais. Et donc je me suis dit, ok, tatouage, ça peut être sympa. Bon, factuellement, je pouvais pas faire, enfin, tu vois, il n'y a pas de formation en France pour apprendre à devenir tatoueur. Tu peux juste passer une formation d'hygiène. Et donc à ce moment-là, j'avais du temps, vu que je pouvais plus travailler. Donc j'ai regardé YouTube, genre 8 heures par jour pour apprendre le tatouage. Il y avait plein de formations en ligne gratuites. Ok, Voilà. Et puis après, au niveau du massage, parce qu'en fait, après, quand j'ai arrêté la kiné, du coup, je suis devenue masseuse à domicile pour ok. plein de raisons. Et puis, et ça, en fait, du coup, c'était super facile. J'avais les compétences. J'ai regardé quand même quelques vidéos massage bien-être sur YouTube. J'ai pris tout ce qu'il y avait à apprendre, tu vois, sur Internet. Parce que bon, quand t'es kiné, tu fais du massage plutôt Oui, tu fais thérapeutique. ça Tu du vois, nous, on massage. a eu 2 heures de massage bien-être dans notre formation. Et du coup, voilà, je me suis formée rapidement à ça. Et voilà, j'ai proposé ça Ok, dans la foulée. Ah oui, et aussi, et il y a un mec que je suivais qui s'appelle Antoine BM, qui aide les entrepreneurs à créer, on va dire, un écosystème pour vivre de leur formation et être ok, libre. Et il avait offert la formation La Carte à l'époque, qui te permet vraiment de capter le marketing, le business, comment ça marche. Moi, j'y connaissais que dalle et ça m'a aidé beaucoup. ok. Ouais, l'importance de bien s'entourer ou en tout cas de se nourrir de choses qui sont stimulantes, que ce soit, bah, comme tu dis, Antoine BM avec son podcast ou sa chaîne, et également les livres avec ce fameux bouquin sur l'ikigai dont tu parles et qui pour toi a été game changer, j'ai l'impression. Ouais, clairement. Et donc oui, dans un premier temps, en fait, tu t'es dit qu'est-ce que je peux faire avec les compétences que j'ai déjà un peu développées en tant que kiné. Donc il y avait le massage qui certainement a été assez naturel pour toi, plus le côté tatouage auquel tu t'es auto-formé. C'est ça. Mm, mm. Ouais, en fait, le tatouage, ça vraiment, en faisant l'ikigai, je me suis dit comment je peux
rajouter un peu de dimension artistique dans une dimension de soin. Et en Ok, fait, j'ai pas trouvé 12 000 solutions. J'ai trouvé à peu près que ça. Et ça me plaisait. Et j'avais pas de tatouage à l'époque, mais j'ai toujours aimé ça. Et voilà, ça ok. s'est imposé, on va dire. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, les tatouages que tu fais, c'est des tatouages à visée de reconstruction, c'est ça? Alors, ça, c'est ce que je développe. C'est-à-dire qu'on va dire, allez, 90% là pour l'instant des tatouages que je fais, c'est pas spécialement à visée reconstructrice et en tout cas pas à visée, pas sur des cicatrices. Ok. Moi, vraiment, ce que j'ai envie de travailler, c'est ça, c'est le Ouais. post-opératoire, sur Mm. scarification, sur brûlure, etc. Après, voilà, bah, faut se lancer. Et du coup, là, mon message, moi, c'est vraiment que j'ai envie de travailler ça, d'aider les femmes en particulier, bah, tu vois, post-cancer du sein. Mais après, ça peut être aussi ouais, sur d'autres cicatrices, d'autres Ouais. problèmes. Ouais, ça c'est hyper intéressant et comme tu dis, ça fait vraiment le pont entre la dimension du soin et cette dimension un peu plus créative et artistique, quoi. Mm, mm. Ça marche. Et comment ça s'est passé pour toi, cette jonction, ce départ un peu de cette casquette de kiné? Comment, je sais pas, ton entourage ou tes collègues, ils ont réagi à ce changement? Mm. Alors, mes amis proches, super soutenants, pas très étonnés, parce que voilà, j'ai toujours aimé plusieurs choses, donc c'était pas genre un missile, tu vois, enfin, ça allait quoi. Mes parents, ben, ils ont eu un peu peur pour ma sécurité financière. Ben voilà, lancement dans l'inconnu. En plus, eux, ils sont salariés, enfin, ils ont été salariés toute leur vie, donc c'est vrai que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est, voilà, hors de leur système de valeurs, en fait. Ils comprennent pas le Ouais. principe. Donc, mais bon, on s'est pas froissé, enfin, ça, c'est resté très chou. Et puis, dès qu'ils ont vu que j'étais heureuse, voilà, ils m'ont lâché la grappe là-dessus et c'était cool. Ouais. Et après, ben, mes collègues dans le cabinet où je travaillais, comme ils voyaient que j'étais pas épanouie, ils n'ont pas été hyper étonnés. Voilà. Ouais. Et mes anciens collègues de promotion, ben, il y a eu plutôt deux réactions, je dirais, soit des gens hyper enthousiastes pour moi en voyant que ça me faisait trop du bien et qui me connaissaient déjà et du coup qui étaient en mode soutenant. Et puis des gens peut-être où ça allait titiller leur propre frustration du métier et où du coup ils ont été peut-être un peu plus challengeants, un peu en mode, ben, euh, tu vois, essayer de me poser des questions pas dérangeantes, mais en tout cas à essayer de tacler un petit peu leur propre peur en transférant sur moi, quoi. Ouais, ouais, ça c'est un vrai sujet, tu vois, qu'on aborde par exemple dans l'accompagnement là que je fais, c'est bien s'entourer, parler de son projet aux personnes qui vont être bienveillantes en fait avec ce que tu amènes et quelquefois c'est difficile quand déjà t'as une certaine insécurité toi-même et les autres te renvoient leurs propres peurs ou leurs propres croyances ou leurs propres barrières. Quand tu es au début d'une évolution ou d'une reconversion, c'est vrai que c'est peut-être difficile. Ça peut être difficile. Hmm. Hmm. Ok. Et, et le coaching, puisque tu es aussi coach de vie, comment tu en es arrivé à cette casquette de coach de vie? Hmm. Donc ça, c'est beaucoup plus récent en fait. Comment ça arrive? Eh ben, j'ai appris le consulting et enfin, le copywriting et le marketing avec plusieurs formations. Et puis, dans une de ces formations, j'avais un accompagnement en coaching individuel en plus de la formation en ligne. Et pendant un coaching, en fait, j'ai eu un espèce de déclic. Je me suis dit, ah, mais c'est ça qui me manque. Parce qu'en fait, toute ma vie de soignante et ensuite de consultante, ben, j'analyse des situations, je donne des Mm. conseils. Alors après, au fur et à mesure, on essaie que les conseils soient de plus en plus de manière socratique. On veut que les gens accouchent de leur propre Yes. solution. Mais bon, mine de rien, à un moment, si tu te donnes une expertise, ben, c'est plus de ton ressort si ensuite la personne la met en place ou pas, quoi, Mm. la met en action. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais plein de connaissances théoriques sur la vente, sur le business et tout, mais que mon business décollait pas ben, parce qu'en fait, j'avais des problèmes de croyances limitantes, des problèmes de mindset, comme on dit, et que du coup, en fait, ben, avoir la théorie, c'est bien, mais si tu as des trucs qui te bloquent, ben, il se passera pas grand-chose, quoi. Et du coup, en me faisant coacher, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est ça qu'il faut, en fait, que j'apprenne pour accompagner plus loin mes clients. Ok. Et petit à petit, je me suis dit, bah, en fait, juste, j'adore ça, quoi. J'ai toujours fait un peu ça, mais j'avais Ouais. pas les techniques, j'avais pas les compétences, les connaissances. Et là, de me former au coaching, bah, ça a transformé ma vie, quoi. Ouais. Ouais, c'est la différence entre cette posture et cette casquette de consultant où tu vas amener quand même du contenu et du conseil et la posture de coach où, comme tu le dis, hein, tu fais accoucher le client Mm. de ses propres idées et tu vas mobiliser ses ressources sans forcément lui donner un conseil à proprement parler. Mm, C'est un mm. truc qui t'a séduite. Mm. Bah ouais, puis enfin, juste ça, c'est pas le même impact, quoi. Mm. Puis, tu vois, là, rétrospectivement, je repense à plein de patients que j'ai suivis en kiné, en nutrition et tout.
je sais pas ce qu'ils deviennent, tu vois, je Ouais. leur souhaite le meilleur, mais moi j'ai quand même un peu la croyance de me dire, et quand même fort à parier que s'ils n'ont pas changé leur identité, leur croyance, je vois pas comment ça a pu tenir quoi dans le temps. Hmm. Ok. Oui, c'est ça, c'est le côté avec le coaching, tu autonomises les gens et c'est quelque chose, comme ils sont acteurs de leur changement et que c'est eux-mêmes qui ont eu l'idée ou qui, en tout cas, se sont mobilisés, ça permet de rendre les changements plus pérennes dans le temps, quoi. Mm, mm. Ok. Et où est-ce que enfin voilà, est-ce que tu as fait une formation pour le coaching? Est-ce que voilà, tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Ouais, bien sûr. Moi, je me suis formée à l'EDEC, c'est l'école de David Laroche, donc de l'entreprise Paradox. Et après, en contenu gratuit, j'ai consommé énormément de contenu de Pierre David de l'Académie de la haute performance, donc qui lui travaille sur la dépolarisation, et de Julien Musi, qui lui travaille plus sur le coaching de rayonnement intégral. Après, en vrai, toutes ces trois personnes puisent leurs sources, je pense, dans John de Martini, qui est pour le Mm, coup un mec super connu dans le monde du coaching et tout ça. Et du coup, c'est vraiment dépolariser nos croyances et réussir à retrouver une perception équilibrée des choses. mm. Voilà. Ok, merci. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus maintenant de en quoi consiste ton activité actuellement et comment tu articules un peu ces différentes casquettes dont tu nous as parlé? Hmm. Alors là, pragmatiquement, ce qui me fait vivre, on va dire, en tout cas, ce où je gagne le plus d'argent, du coup, c'est le Ouais, tatouage. ok. Euh, j'ai pas un planning super rigide parce que c'est pas moi ma valeur. Tu vois, je suis Mm, plus sur de la souplesse, de la flexibilité. Et donc, je fais un peu au fil de l'eau selon les disponibilités de mes clients. ok. Mais en gros, ça fait que peut-être 2 jours par semaine, je tatoue. Euh, donc, 90% du tatouage sur peau saine et puis 10% sur peau cicatricielle. Voilà. Et après, le reste du temps, je kiffe ma vie. Et globalement, ben, là, comme j'essaie de lancer mon activité de coaching, quand même, ben, j'ai une activité de créatrice de contenu. Donc, C'est pour ça. me faire connaître, je fais des vidéos, j'ai un podcast, je fais des newsletters. Enfin, voilà. J'essaie vraiment de créer du contenu pour que les gens tombent sur moi et me recommandent. Et voilà. Je donne aussi des coachings gratuits pour me faire connaître aussi. Mhm. Et voilà. Et au niveau massage, j'ai un client régulier que je masse toutes les semaines à domicile. Ma formation massage, j'en ai une en ligne que j'ai fait en collaboration avec Olympe de G, qui est une autrice Ok. féministe. Et, euh, et je fais pas trop de présentiel en ce moment, en grande partie parce que je communique pas trop dessus, donc je forme plus Ok. trop en présentiel. Voilà, c'est plus forcément mon désir, même si c'est trop cool. Voilà. Mais du coup, ça reste quand même aussi une petite partie de mon chiffre d'affaires et de mon activité, c'est le massage et la formation. Ok. Oui, parce que tu pratiques toi le massage et aussi tu fais des formations que les gens Mhm. se forment au massage bien-être. Ok. C'est ça. À un moment, j'ai formé des professionnels, des personnes en reconversion dans le massage. Puis en Yes. fait, après, je me suis dit, mais en fait, moi, ce qui me fait kiffer, c'est que les gens, ils ramènent ça chez eux, quoi. Et j'ai eu de plus en plus de demandes sur des couples, souvent des hommes qui voulaient apprendre à masser leur partenaire. Et je me suis dit, bah, j'ai de la demande, bah, ok, je vais apprendre aux gens à le faire. Et du coup, j'ai créé une formation en ligne pour ça. Ok, ouais, c'est chouette. C'est chouette. Et donc, tu as développé Mm. aussi des compétences en marketing et copywriting, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Ça, est-ce que tu fait une formation particulière ou c'est du contenu essentiellement que tu as consommé, comme tu me disais, Mm. du contenu en ligne ou autre? Comment t'as développé ces compétences? Bah, un gros mix des deux. Mais en tout cas, en copywriting, j'ai fait 3 formations. Voilà, la dernière en date, ça s'appelle Breakthrough Copywriting, c'est PB Poncelin qui propose ça. Son ancienne boîte, c'était Copy Rockstars, mais il a changé de branding maintenant. J'ai fait la formation de Live Mentor aussi en copywriting, et puis l'Académie de Théo Rossi. Voilà. Ça, c'était à une époque où je m'étais dit, ah, mais je pourrais peut-être faire de la prestation en copywriting pour des gens. Ok. Le copywriting, juste pour les gens qui connaissent pas, c'est Ouais. la conception-rédaction. C'est juste c'est l'écriture marketing. Donc, c'est comment tu persuades les gens qui te lisent à agir selon un objectif que tu vises. Alors, souvent, c'est acheter un produit, prendre un rendez-vous, donner son email. Ça peut être d'autres choses. C'est juste comment écrire pour que les gens fassent une action que tu as décidée. Hmm. Voilà, c'est juste ça. Et après, bah, j'ai consommé plein de contenus gratuits. J'ai fait ouais, des webinaires, des conférences et je me suis formée avec des livres aussi. Voilà. Ok. Oui, et maintenant, tu l'utilises plus à titre personnel pour développer tes business, tes différents business, plus que en tant que prestataire. C'est ça. Mm. Alors, je fais plus du tout de prestations parce qu'en Ouais. fait, je n'aime pas ça. Voilà. Mais il fallait que je le fasse pour découvrir que c'était pas ma zone de génie. Ok. Et j'ai fait un moment du consulting business. Et en fait, bah, je suis arrivée à au même constat que quand j'étais kiné, c'est-à-dire que donner des conseils aux gens, c'est très bien. Mais en fait, s'ils ont des croyances limitantes sur l'argent, sur plein de choses, tu vois, typiquement.
en France en particulier, mais dans beaucoup de pays aussi, on a une croyance limitante sur l'argent. L'argent, c'est sale, être riche, enfin voilà. Et du coup, bah, à un moment, si tu veux faire de la thune, mais que tu penses que l'argent, c'est pas bien, c'est compliqué, quoi. Il y a un vrai Ouais, problème tout à conflictuel. fait. Je sais pas si tu connais le podcast de Fabrice Florent, Histoire d'argent. Il parle vachement Mm, justement mm. du rapport à l'argent qu'on peut avoir, et notamment en France, et de toutes les croyances et tout ce qu'on met derrière. Et c'est hyper intéressant. Et notamment, je pense que bon, c'est utile à tout le monde, mais quand tu veux lancer un Mhm. business ou te lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est nécessaire d'aller un peu gratter, tu vois, les croyances qu'on peut avoir, les barrières qu'on se met, quoi, par rapport à ça. Mm. C'est Ok. clair. Ok. Est-ce que par rapport à ton parcours, etc., il y a d'autres choses que tu aimerais nous partager sur tes activités? Hmm. Écoute, rien qui me vienne en tête là. Ok. Et quelles sont pour toi les principales difficultés d'une reconversion quand on est professionnel de santé, ou notamment dans ton cas, quand on est kiné? Et comment tu as fait, toi, pour les dépasser? Hmm. Ça va un peu recouper ce qu'on vient de dire, hein. Je pense Mm. qu'il y a deux trucs, mais, parce que aussi j'accompagne des gens en reconversion, donc je vois bien ce qui arrive tout le temps. Bah, les deux choses que moi j'ai identifiées, c'est du coup bah, cette polarisation générosité versus égoïsme, voire cupidité, donc toujours ce rapport au don et à l'argent. Et puis l'autre chose, c'est tout ce qui est syndrome du sauveur, quoi. Quand tu as le besoin Mm. permanent de recevoir de la gratitude, de la reconnaissance pour te sentir bien, bah, comment tu peux réussir à t'aimer de toi sans qu'on te mette sur un piédestal, sans que tu sois tout le temps le sauveur. Donc c'est quand même Ok. une grosse histoire ouais, de confiance en soi, d'estime de soi. Et, euh, et tu vois, moi j'ai consommé plein de contenus payants gratuits pour aller mieux. J'ai passé des semaines en psychothérapie, psychanalyse. Enfin, tu vois, j'ai vraiment bossé sur moi et ça a pris des plombes et j'avais l'impression de pas trop avancer. J'ai fait un peu du chamanisme, tu vois, à Ok. un moment où ça allait vraiment pas. Et pareil, ça a débloqué des trucs que j'arrivais pas à débloquer en psychothérapie. Et puis moi, ce qui a vraiment changé ma vie, c'est le coaching, quoi. Ouais. C'est vraiment débunker mes croyances, et réussir à capter bah, où est-ce que ça, il y a de la friction. Et tu vois, j'ai toujours une petite friction sur l'argent. Là, je bosse dessus en Mm. ce moment. Mais je pense que vouloir, en fait, comment dire, faire ça seul, c'est possible, mais Mm. c'est très très long. Ouais, Et, c'est et ça sûr. demande beaucoup d'énergie. Et si les gens ont un tout petit peu d'argent à investir voilà, moi je pense vraiment qu'il y a des méthodes tellement plus rapides et qui t'évitent Ouais. de passer par. Après, voilà, si ton chemin c'est de passer par des années de galère, ben c'est que ça a un sens et que c'est que tu vas sortir grandi de ça et c'est ok, c'est ton chemin. Mais franchement, si t'as la thune et l'impatience d'aller mieux plus vite, Ouais. voilà. Ouais, ok, oui, si je comprends bien par rapport à ce que tu disais sur le syndrome du sauveur, etc. Une des difficultés qu'on peut avoir dans les métiers du soin, c'est qu'on est quand même assez attaché à cette casquette de soignant, justement, d'aider l'autre, de se donner pour l'autre, et que quand tu changes radicalement de posture, ça peut être difficile en fait de quitter en fait cette cape un peu de sauveur. C'est ça que tu disais? Que tu voulais- Ouais, puis tu vois, là, mes activités actuelles, on pourrait se dire, bon, ça va, c'est pas non plus un gros changement de paradigme, tu vois. Hmm. Mais en fait, si, parce que aucun des services que je propose n'est gratuit. Ça m'arrive d'offrir des coachings, d'offrir des tatouages si ça me Hmm. fait plaisir. Mais en fait, tout ça, les gens vont mettre de l'argent sur la table. Et moi, en tant que kiné, bah, à un moment, j'ai fait un peu de hors nomenclature et tout ça. Yes. C'est super dur, parce qu'en fait, les gens en France sont habitués à un système de soins gratuit, et c'est cool, tu vois, il y a pour plein de raisons, mais ça a ses limites aussi dans certains cas. Et moi, en tant que kiné, je l'ai ressenti super fort bah, à la fin de ma carrière, justement, où je me suis dit, bah, c'est trop bien que ce soit accessible à tous, mais en fait, moi, il y avait plein de gens qui guérissaient pas, et en partie, Hmm. parce que bah, ils engageaient pas de thunes sur la table, ils s'engageaient pas, et c'est difficile d'aller mieux quand, en fait, gratuitement, tu peux te faire poucouter, écouter, si t'as un psy et un masseur gratuit, pourquoi aller mieux, quoi. Hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quelque part, ça aide aussi dans l'engagement quand tu débourses une certaine somme. En tout cas, ça aide à Mm, s'engager mm, dans une démarche, quoi, pour aller mieux aussi. Hmm. Ok. clairement. Et oui, donc par rapport à ces difficultés-là, etc., ce que toi tu préconises, en fait, c'est aussi de se faire accompagner, quel que soit ce qu'on choisit pour se faire accompagner, mais qu'en tout cas, Mm, ça mm. permet d'aller plus vite, de se faire aider par une tierce personne, c'est ça? Mm. Et puis aussi peut-être de pas forcément se mettre des œillères, tu vois. Moi, au début, je m'étais dit, bon, allez, comment je pourrais me faire aider? Bon, allons voir une psy. Et en fait, Ouais. c'est juste que j'avais pas d'autre idée de ce que je pouvais faire d'autre. Je connaissais pas le coaching à l'époque. Le chamanisme, j'ai des potes qui m'en avaient vaguement parlé, mais ça me paraissait super perché, donc j'ai pas voulu y aller voir. Et en fait, ben, c'est dommage, tu vois. Enfin, moi, je regrette rien de ce que j'ai fait, tu vois, mais en fait, je me rends quand même bien compte qu'en un an de psychanalyse, enfin, il y a moins de choses qui ont bougé en moi qu'en une séance de chamanisme. Alors peut-être Ouais. que la psychanalyse avait préparé ce mouvement,
Mais franchement, c'était juste, je pense pas, moi, ma technique et mon process. Et voilà. Ouais. Oui, il faut pas hésiter en fait à tester plusieurs choses et à trouver la solution qui nous parle le plus en fait. Tout simplement, chacun, il n'y a pas une Mm, solution toute faite qui fonctionnera pour tout le monde. Chacun va avoir un petit peu quelque chose sur lequel enfin, pour lequel ça résonne plus quoi. Mm. mm. Ouais, ça, puis aussi peut-être ne pas hésiter à changer de praticien. Parce que peut-être que, en fait, la psychanalyse, c'est vraiment ce qu'il te faut. Et qu'avec telle personne, t'as pas eu le feeling. Et bah, ça vaut le coup de changer, je pense. Ok, ça marche. Et quel conseil tu donnerais justement à des gens, des professionnels de santé plutôt, qui aimeraient se reconvertir ou en tout cas qui pensent à se reconvertir et qui n'ont pas encore osé franchir le cap, le pas? Mm. Alors, ça dépend un petit peu s'ils ont déjà une idée très précise et un projet précis. Mais en tout cas, si c'est encore flou, ce qui est souvent le cas quand on veut changer mais qu'on ne sait pas comment, moi, je leur dirais de ne pas se précipiter sur le quel métier je vais faire, parce qu'en fait, c'est pas la bonne question à se poser en premier, surtout si on a des croyances reliées à notre niveau d'études, de compétences et tout ça. Et du coup, moi, ce que je propose aux personnes que j'accompagne, c'est de se demander déjà qu'est-ce qu'on n'aime plus dans notre travail actuel. Est-ce que c'est les tâches, les horaires, le déplacement, l'environnement, le salaire, je sais pas, le manque de reconnaissance. Ensuite, identifier ce qu'on veut, donc avoir une vision super claire sur ben voilà, qu'est-ce que je veux, ben, quel environnement de travail, qu'est-ce que je veux ressentir comme émotion et tout ça. Ensuite, se demander vraiment qu'est-ce qu'on veut profondément, quelle vision, qu'est-ce qui nous motive, du coup, se connecter à ses valeurs hautes. Mm, Si c'est l'entraide, si c'est la nature, je sais pas, peu importe. Et ensuite, être très lucide sur nos contraintes. Ben voilà, si tu as trois enfants, ou si t'as pas d'enfants, ou si tu es en milieu rural ou en ville, bah, c'est pas les mêmes contraintes, et c'est important d'être lucide là-dessus. Et une fois qu'on a clarifié comme ça nos contraintes, nos valeurs, ben, je pense que c'est seulement là où on peut vraiment faire le gros travail de brainstorming sur ben mm. voilà, quelles sont toutes les idées que j'ai. Et là, on les liste sans se mettre sans se mettre de barrières, sans se connecter à nos peurs et tout ça. Et seulement à ce moment-là, on fait le tri entre ben, ce qui est réalisable et le deuil de tout ce qui est pas réalisable. Parce que c'est sûr que si ta valeur haute, c'est la famille, et que du coup, tu veux lancer un business d'auto-entrepreneur dans une start-up et lever des fonds, bah, à un moment, il va falloir faire un choix. Il va falloir arbitrer entre ta valeur haute, la famille, et savoir si le business, c'est plus haut que ta famille ou pas. Ouais. Et, euh, et ensuite, à ce moment-là, ben ouais, creuser, explorer, écouter des interviews, essayer peut-être même d'aller voir des gens dans leur travail. Tu vois, Mm. moi, avant de faire kiné, j'ai tenté médecine. Ok. Et en deuxième année de médecine, c'est là que j'ai capté que, en fait, je veux pas être médecin. En fait, je veux pas le lifestyle des médecins, tu vois. Yes. J'étais dans un service de neurochir et je voyais tous les chirurgiens en dépression, là, avec des cernes jusqu'au genou. Et je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai pas envie de bosser 80 heures semaine et avoir une vie de merde et m'engueuler avec ma femme. Parce qu'en vrai, les discussions qu'on avait en off, c'était que des gens malheureux. Et je me suis dit, Ouais. c'est hors de question. Et j'ai arrêté médecine pour ça. Et je suis allée en kiné. Et je suis allée en kiné sans avoir jamais été chez le kiné. Ce qui est quand même, je trouve, complètement débile, tu vois, quand j'y repense. Et je me dis, ben, en fait, si tu peux réussir à gratter là une demi-journée d'observation chez un professionnel et puis ensuite parler avec lui pendant une journée, ben, fais-le, quoi, en fait. Ouais. Ah, c'est clair, c'est trop important. Je te rejoins. Et franchement, ceux que j'accompagne, tu vois, je leur dis, je les martèle, je leur dis, mais faites des enquêtes métiers, allez voir sur le terrain, contactez des gens parce que tu te fais une idée de ce que peut être une profession ou un type d'activité, mais il n'y a rien de mieux que de voir par tes yeux ou en tout cas d'avoir quelqu'un au moins au téléphone ou, je sais pas, prendre un café avec quelqu'un qui t'explique un peu la réalité du terrain, quoi. C'est hyper précieux en tout cas. Ok. Mm. Et après, par contre, la seule limite à ça, je dirais, c'est que on n'a pas tous les mêmes valeurs, tu vois. Donc, ben, Hmm. en fait, si la personne à qui tu parles, vous avez des valeurs super différentes, peut-être que lui, ce métier va lui aller de ouf et toi, en fait, pas. Et du coup, c'est quand même aussi voilà, un truc à prendre en compte. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Bah, merci en tout cas Nadège pour tous ces conseils. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter avant qu'on se quitte? Hmm, bah, apprenez à vous connaître et prenez le temps de faire cette phase d'introspection, parce qu'en fait, on est tous différents, on aspire tous à des choses différentes, et vous pouvez pas calquer votre chemin et votre métier et votre futur sur quelqu'un d'autre, parce qu'on est tous différents, quoi. Hmm. Ok. Merci beaucoup Nadège. Et merci à tous Avec d'avoir plaisir. regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à notre chaîne Med Reconversion. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.